Quand on pense à la justice, on imagine un système impartial, encadré et rigoureux, autrement dit un système qui respecte nos droits fondamentaux. Mais qu'en est-il en pratique? La justice protège-t-elle nos libertés individuelles de la même manière pour tout le monde et comment éviter de basculer dans l'arbitraire? Dans cette émission, on explore des failles discrètes mais qui interrogent notre système judiciaire. On se questionnera aussi sur la prison, dont les cellules débordent et où les conditions de détention sont parfois dénoncées comme indignes. Dans ce contexte, quels sont les effets sur les détenus? Est-ce que la prison est vraiment efficace contre la récidive? Et sinon, quelles sont les alternatives? Pour répondre à ces questions, on reçoit deux experts de l'Université Paris-Nanterre. C'est parti! Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de Science en question. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Vincent Cizère. Bonjour et bienvenue. Merci. Vous êtes donc enseignant-chercheur à l'Université Paris-Nanterre en sciences juridiques et magistrat aussi. Ensemble, on va tenter de comprendre si la justice pénale est juste et équitable envers tous les citoyens et si les peines de prison sont efficaces. Mais avant d'aller plus loin, on va reprendre les bases. Oui, alors pour commencer, on aimerait bien que vous nous expliquiez un peu plus précisément ce qu'est la justice pénale. Qu'est-ce qu'on met derrière ce terme-là? Alors, on va désigner par justice pénale l'ensemble des réponses, des réactions qui sont apportées par les autorités publiques aux violations qui sont considérées comme les plus graves de la loi et qui, à ce titre, sont qualifiées d'infractions et qui peuvent donc se voir sanctionnées par le prononcé d'une peine. Alors, on a trois catégories d'infractions. Les moins graves, qui sont les contraventions, elles, c'est uniquement des sanctions d'amende pour l'essentiel, ou de privation, de limitation de droits qui peuvent être prononcées, comme des suspensions de permis. Ensuite, vous avez les infractions de moyenne gravité, qui sont les délits, qui sont les infractions aussi les plus courantes, comme le vol, les violences volontaires, les escroqueries, etc. Et puis vous avez les infractions les plus graves, qui sont les crimes, qui sont par exemple l'homicide, le viol, l'assassinat, etc. Donc tous les actes qui sont entrepris par les autorités pour constater, poursuivre, le cas échéant sanctionner ces infractions, c'est tout ce qu'on va rentrer sous l'appellation de justice pénale. Et en ce sens, la justice pénale va va se différencier d'une part de la justice civile, qui elle traite des litiges entre les particuliers, pour un problème de contrat, un problème d'accident, de voisinage, etc. Et puis vous avez une autre justice, qui est la justice administrative, qui elle va traiter des problèmes entre l'État, les administrations et les particuliers, par exemple pour des problèmes d'impôts, d'urbanisme, etc. Alors lorsqu'une infraction est commise, toute une procédure s'engage. Elle est assez complexe et elle dépend un peu justement de l'infraction qui est commise, du niveau de gravité. Mais de manière simplifiée, est-ce que vous pourriez nous donner les grandes étapes et puis les principaux acteurs tout au long de cette chaîne finalement de la procédure pénale? Alors, la particularité de la procédure pénale, c'est que contrairement aux autres procédures, contrairement à la procédure civile et à la procédure administrative, tout commence et tout se joue quasiment avant l'arrivée au tribunal. Ça se joue dans la phase d'enquête, qui est la phase qui est placée en théorie sous l'autorité du procureur de la République, mais qui est conduite en pratique par la police judiciaire. Et c'est la phase où on va, à partir du moment où quelqu'un a signalé une éventuelle infraction, souvent par un dépôt de plainte, mais ça peut être aussi par une dénonciation ou par un constat que fait la police, on va lancer une phase d'enquête pour essayer de collecter des preuves et puis de voir si effectivement il y a une infraction, et si oui, quelle est la qualification? Est-ce que c'est un vol? Est-ce que c'est une extorsion? Est-ce que c'est des violences ou une tentative de meurtre, etc. C'est la phase dont on ne parle pas forcément, qui n'est pas la plus visible, mais qui est la plus importante, parce que c'est là où beaucoup de choses vont se jouer. Ensuite, vous avez la phase où le procureur va décider s'il poursuit ou pas. Éventuellement, ça va passer devant un juge d'instruction quand c'est des faits graves. Pour les crimes, c'est obligatoire, ou quand c'est des faits complexes. Mais aujourd'hui, ça concerne moins de 3% des affaires, donc c'est très très faible. Ensuite, vous avez la phase de jugement. Et c'est la phase qui est souvent celle qu'on voit dans les médias, qui est la phase ce qu'on appelle le procès au sens restreint du terme, le procès. Alors le procès, c'est tout le processus, mais au sens commun, trivial, c'est cette phase d'audience, où on va décider si la personne est coupable ou pas, et où on va prononcer une sanction, le cas échéant, si elle est déclarée coupable. C'est là où on tranche. C'est là où on tranche, mais ça ne s'arrête pas là, puisque aujourd'hui,
vous avez énormément de décisions qui sont prises après. C'est-à-dire que la façon dont la sanction va être exécutée, si elle sera aménagée ou pas, quelles seront les conditions concrètes d'exécution de la sanction, tout ça va souvent se jouer après, devant le juge d'application des peines, qui va décider vraiment du contenu concret de la sanction. Et puis ensuite, vous avez la phase proprement dit d'exécution de la peine, soit en milieu ouvert, quand c'est une peine de travail d'intérêt général, par exemple, ou d'alternative à la prison, on pourrait y revenir, soit en prison. Alors, en amont de l'enregistrement de cette émission, on a voulu tester les connaissances du public avec un petit quiz. Sur nos réseaux sociaux, on leur a demandé en quelle année le premier code pénal français a-t-il été créé. On a donné à nos abonnés 4 propositions, 1791, 1810, 1876 ou bien 1992. On peut regarder les résultats. Donc on voit qu'ils ont répondu en majorité à 58%, 1810. Vincent, je me tourne vers vous. Quelle est la bonne réponse ? Alors la bonne réponse, c'est 1791. D'accord. Et dans quel contexte est né ce code pénal ? Alors en fait, c'est le premier code de notre histoire juridique moderne. Et comme vous l'aurez sans doute constaté, c'est un code qui a été adopté pendant la Révolution française parce que, à côté de l'impôt, la justice criminelle et la justice en général étaient les choses qu'il fallait réformer au plus vite et au plus profond. C'était le deuxième sujet de préoccupation dans les cahiers de doléances. Et les constituants voulaient en finir avec un système inique, irrationnel et aussi très largement inefficace. Et donc, ils ont consacré beaucoup de leur premier débat sur la Constituante à réfléchir à une nouvelle législation répressive, un nouveau texte de loi qui a donné lieu, alors, avec d'autres textes, à ce premier code pénal de 1791. Alors 1791, c'est les bases, mais après il a été réformé plusieurs fois. Ah oui, tout à fait. On a eu une première recodification d'importance en 1810, qui est la codification. C'est pour ça d'ailleurs que peut-être beaucoup de gens se sont trompés, puisque encore aujourd'hui, dans certaines facultés de droit, on cite le code de 1810 comme étant le premier code pénal, en oubliant celui de la Révolution. Mais en 1810, l'idée était de réintroduire certains des aspects de l'ancien régime, de l'ancien droit répressif, dans le code pénal, et en particulier des peines qui avaient été abolies en raison de leur caractère jugé barbare et disproportionné, en particulier les peines corporelles, c'est-à-dire le fait de pouvoir infliger des brûlures, des mutilations à des personnes. Ça n'a disparu définitivement qu'en 1832. Bon, ça a continué d'évoluer ensuite. Aujourd'hui, finalement, quels sont les grands principes sur lesquels repose le Code pénal, et surtout en ce qui concerne la garantie des libertés individuelles ? L'idée générale, c'est de sauvegarder la liberté. L'idée générale, c'est d'instituer une société dans laquelle la liberté est le principe, dans laquelle, sauf si la loi vous interdit de le faire, vous pouvez faire ce que vous voulez. Ça, c'est l'idée très importante qui est corrélée à une autre idée très importante sous la Révolution, qui est l'idée de sûreté, l'idée que chacun doit avoir la protection de la loi contre toute forme d'arbitraire, contre toute forme d'oppression, comme contre toute forme d'atteinte illégitime à ses droits. Ça se traduit comment ? Au niveau de la répression, ça se traduit d'une part par un principe de légalité, tout attaché, légalité, c'est-à-dire qu'il faut que pour qu'on puisse prendre une mesure restrictive ou privative de liberté à l'égard d'une personne, il faut que cette mesure ait été préalablement définie par la loi. Et il faut aussi que les faits qu'on vous reproche d'avoir commis aient été défendus, aient été interdits préalablement à ce que vous ayez commis. Ça, c'est le principe de légalité qui est vraiment une garantie centrale contre l'arbitraire. Deuxième principe, un principe de nécessité, c'est-à-dire qu'on ne peut recourir à la coercition, à la privation de liberté, que si on n'a pas d'autre moyen pour régler le problème social. C'est-à-dire qu'en gros, si on peut trouver une autre façon moins répressive, moins coercitive de le faire, on la privilégie. Troisième principe, le principe de proportionnalité, c'est l'idée que si on doit en venir à la répression, on doit utiliser le moins de répression possible. C'est-à-dire que si pour résoudre le problème, 6 mois de prison suffisent, on ne peut pas prévoir 10 ans. Voilà, en gros. Enfin, dernier principe, parmi les principes vraiment les plus importants, le principe de contrôle judiciaire, c'est-à-dire que tout ça doit être soumis au contrôle d'une autorité indépendante, c'est-à-dire que les agents qui mènent la répression doivent être placés sous le contrôle d'une autorité indépendante qui va justement veiller à ce que
tous ces grands principes et que cette exigence d'encadrement, de modération de la répression soit effectivement respectée. Mais alors, dans les faits, jusqu'où notre système pénal actuel garantit les libertés individuelles et que se passe-t-il quand il déraille? On en parle tout de suite dans le Science en Action. Alors Vincent, pour commencer cette interview, je voudrais qu'on fasse un constat tout d'abord. Donc je voudrais savoir si aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que finalement le système pénal garantit véritablement les libertés individuelles de toutes et tous et de la même manière? Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, notre ordre juridique offre une protection relative contre l'arbitraire, une garantie relative des libertés. C'est-à-dire que, on va dire pour le citoyen, la citoyenne lambda, on a une protection réelle contre l'arbitraire. On ne peut pas être privé de sa liberté pour n'importe quoi et n'importe comment. Mais quand on rentre dans le détail, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de marge de progression. Je citerai sur deux aspects un peu différents. D'une part, on peut constater que dans notre système juridique en lui-même, on a à la fois ce qui est le produit de l'héritage de la Révolution, de ces grands principes de protection de la liberté que j'ai évoqués tout à l'heure, mais aussi l'héritage d'une autre tradition répressive, une autre tradition politique qui est celle de l'autoritarisme bonapartiste. Celui qui était à l'origine du Code de 1810, qu'on a évoqué tout à l'heure. Et selon cette tradition, il faut au contraire assurer le plus de marge de manœuvre aux autorités répressives, et en particulier à la police, pour que la répression soit correctement menée. Alors, avec des conceptions qui sont vraiment des conceptions héritées de l'Ancien Régime. Et on a encore aujourd'hui dans notre système des institutions répressives, des dispositions qui sont la marque de cet autoritarisme. Et donc on a ce que j'appelle moi des poches d'arbitraire, voilà, qui existent. Alors ça c'est applicable à tout le monde. Et puis par ailleurs, il faut aussi avoir à l'esprit que la loi, elle existe, elle a des garanties, mais encore faut-il la connaître. Or aujourd'hui, malheureusement, la grande majorité des personnes ne connaissent pas leurs droits, et en particulier les personnes vulnérables. Et donc, si vous êtes une personne vulnérable socialement, économiquement, eh bien, vous aurez beaucoup de difficultés à faire valoir concrètement les droits que la loi vous reconnaît théoriquement. Très bien. Bon, partons de ce constat. Maintenant, on va rentrer un peu plus dans le détail. Donc là, quand le système pénal s'éloigne un peu de ces principes fondamentaux que vous avez évoqués tout à l'heure, l'égalité devant la loi, etc., donc il laisse place à la notion d'arbitraire. Vous avez commencé à l'évoquer, vous l'avez utilisé à plusieurs reprises. Est-ce que vous pourriez nous le définir plus précisément, ce qu'on appelle finalement l'arbitraire? Alors, on va dire qu'il y a de l'arbitraire dans l'exercice du pouvoir répressif, d'une façon générale, lorsque ce pouvoir va être insuffisamment encadré, insuffisamment défini par la loi. Pour dire les choses de manière plus triviale, c'est quand vous ne savez pas exactement pourquoi vous êtes sanctionné, ni comment. Et surtout, vous ne savez pas en amont, c'est là où vous n'êtes pas en sûreté, vous ne savez pas en amont si ce que vous allez faire va entraîner une répression ou pas. Alors, le cœur de votre métier, c'est d'analyser tout l'arsenal juridique, donc les textes, les mesures, bref, un peu tous les outils qui permettent justement d'appliquer cette justice pénale, dans le but de dessiner un peu les contours du système, de ce qu'on appelle le dispositif répressif. Quelle méthode vous utilisez pour ça? Comment vous vous y prenez? Alors, pour savoir exactement quel est l'ordre juridique et quel est le système répressif dans lequel on est, méthodologiquement, c'est assez simple en fait, c'est-à-dire qu'il faut déjà consulter les textes applicables. Alors, ça, c'est déjà les premières, les bases, les limites. Normalement, et j'ai envie de dire, si on était dans un monde parfait, ça suffirait. C'est-à-dire qu'on aurait le texte de loi et on saurait exactement comment ça se passe. On va voir le code pénal, on va voir le code de procédure pénale, on lit et on sait de quoi il retourne. En réalité, il y a beaucoup de règles qui doivent être précisées par la jurisprudence, c'est-à-dire par les décisions de principe des cours suprêmes, et en particulier par la Cour de cassation, qui est la juridiction qui est au sommet de l'ordre judiciaire. Et donc, il faut aussi aller voir quelles sont ces décisions-là. Donc, il faut aller étudier tout ça. Mais ça ne suffit pas, parce que pour avoir une idée précise du système répressif, il faut aussi voir ce qui est concrètement appliqué. Vous avez aujourd'hui plus de 15 000 infractions. La plupart ne sont jamais appliquées. Et donc, il faut voir ce qui est concrètement appliqué parmi toute la somme de répression qui existe, si vous voulez. Et pour ça, il faut aller voir les statistiques et plus précisément, ce qui est très intéressant, c'est toutes les circulaires, les documents qui définissent la politique pénale, c'est-à-dire les priorités que se donne le gouvernement
par rapport à la délinquance, en disant voilà, on va mettre l'accent sur tel ou tel domaine de délinquance. Et donc, en particulier en ce moment, quelque chose qui est central depuis plusieurs années, c'est les violences intrafamiliales, donc, en particulier les violences conjugales. Donc là, on sait que là, il va y avoir un accent qui va être mis là-dessus. Et puis, dernière source qu'il faut avoir en tête, même si ce n'est pas, pour le coup, on sort de la science juridique stricto sensu, mais il faut avoir ça en tête pour bien comprendre, c'est les études sociologiques qui peuvent exister sur la façon dont concrètement la police et la justice fait son travail, par exemple. Sur le terrain. Comment, alors ça, moi en tant que juriste, je ne vais pas faire les études moi-même, mais je vais aller les consulter. Et donc savoir, par exemple, comment la police pratique les contrôles d'identité, par exemple. Savoir comment on choisit de faire passer telle ou telle personne en comparution immédiate, dans une procédure rapide qui permet de juger les gens très vite. Sur quels critères, concrètement, un magistrat va se déterminer. Vous avez des critères légaux, mais il y a aussi la pratique. Et donc, ça, c'est des études sociales qui vont vous donner des indications. Alors évidemment, ça représente un travail colossal, mais votre travail révèle déjà quand même qu'il y a de nombreuses failles, et notamment les fameuses poches d'arbitraire, comme vous les avez appelées. Dans le cadre pénal, comment ça se manifeste, ces poches d'arbitraire, de manière très concrète? Je vais donner 2 exemples. D'abord, la notion de terrorisme, qui est une infraction, celle dont on parle le plus dans les médias. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait qu'une infraction va être qualifiée de terroriste plutôt qu'infraction de droit commun? C'est lorsqu'on estime qu'elle est associée à une entreprise ayant pour but de troubler l'ordre public par l'intimidation ou la terreur. Donc, pour résumer, est considéré comme un fait terroriste, un fait qui est terrifiant. Et ce qui donne énormément de marge de manœuvre, si vous voulez, aux autorités pour dire ça, je considère que c'est terrifiant, ça ne l'est pas. Alors évidemment, ça laisse place à la subjectivité, là. Ça laisse place à la subjectivité parce que qui va définir ce qui est terrifiant? C'est l'autorité qui va qualifier. Donc ça, on voit que c'est quelque chose qui donne beaucoup de marge de manœuvre et qui permet finalement, suivant la sensibilité politique du moment, d'étendre la qualification de terroriste potentiellement à tout mouvement politique qu'on peut, de manière plus ou moins artificielle, associer à des dégradations, des actes de violence, etc. Donc ça, c'est le premier exemple. Deuxième exemple que je peux vous donner, c'est la notion d'ordre public en matière de détention provisoire. Pour priver quelqu'un normalement de sa liberté avant une condamnation définitive, il faut des critères précis. Il faut notamment démontrer que, concrètement, si on ne prive pas la personne de sa liberté avant le procès n'aura jamais lieu. Soit parce que la personne va détruire les preuves, soit parce qu'elle va s'en prendre aux témoins, soit parce qu'elle va prendre la fuite. Mais le trouble à l'ordre public, lui, ça n'est pas du tout objectivable, puisque là, encore une fois, caractériser le fait qu'une infraction cause un trouble particulier à l'ordre public dépend de la sensibilité des uns des autres, parce que toute infraction, par hypothèse, si elle est avérée, elle cause un trouble à l'ordre public, par hypothèse. Donc, ça veut dire que considérer que telle infraction, elle est particulièrement grave, et bien, là encore une fois, ça va être la sensibilité, alors cette fois non pas du pouvoir politique, mais du magistrat, du juge des libertés, qui va décider que là, effectivement, c'est très grave, et donc on doit laisser la personne en prison, alors même qu'il n'y a aucun risque qu'elle prenne la fuite, ou aucun risque qu'elle détruise les preuves, par exemple. Alors, on s'aperçoit vite que dans le cadre pénal, il y a ces 2 exemples assez emblématiques, mais on trouve aussi d'autres poches d'arbitraire ailleurs. Où est-ce que ça peut se manifester aussi dans le système répressif? Oui. Alors, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le système pénal, et en tout cas tout ce qui passe par les tribunaux judiciaires, progressivement, sous l'influence notamment du droit européen, on a vu un renforcement sur le long terme assez important des garanties et de l'encadrement du pouvoir répressif. Sauf que la tradition autoritaire existe toujours, et une des façons de contourner les garanties, c'est de passer par des modes de répression qui ne passent pas par le pouvoir judiciaire. Et des modes de répression qui sont mis en œuvre principalement par l'autorité administrative. Ce qu'on peut appeler, par exemple, ce que j'appelle la répression parapénale. Alors, pour donner quelques exemples, depuis 2006, le préfet qui n'est pas une autorité judiciaire, peut interdire à une personne de se rendre dans son stade favori les soirs de match, parce qu'il estime que cette personne a eu un comportement qui était inapproprié. Alors, on est dans un cadre où effectivement, on a des mesures avec pas assez de garanties contre l'arbitraire, puisque
alors qu'une mesure normalement de sanction ne peut se baser que sur la commission d'un acte précis, concret, objectivable, là on va prendre en compte le comportement. C'est-à-dire pas simplement des faits, mais aussi des propos, des relations, etc. Le fait d'avoir appartenu, par exemple, pour un supporter, d'avoir appartenu à un club de supporters particulièrement virulents, mais vous avez le simple fait d'avoir appartenu à un club de supporters qui, par ailleurs, ont pu être violents par le passé, fait pas forcément que vous êtes violent sur le moment. Vous voyez. Donc, Oui. mais ça, c'est pris en compte dans le cadre administratif. Donc ça, on a ce premier exemple. Deuxième exemple que je peux vous donner, c'est toutes les mesures qui se sont généralisées en 2017 après l'état d'urgence qui avait été proclamé entre 2015 et 2017 à la suite du massacre du Bataclan. Ces mesures-là, qui sont prises officiellement pour lutter contre le terrorisme, sont des mesures qui, là aussi, reposent non pas sur la commission d'actes précis, mais sur le comportement d'une personne qui est réputée constituer une menace. Mais, encore une fois, le comportement, c'est très très vague, ça permet d'englober énormément de choses, et une menace, qu'est-ce qui va définir ce qui est menaçant ? Eh bien, c'est l'autorité. On n'a pas de critère de savoir ça c'est menaçant, ça c'est pas menaçant. Et a fortiori, si vous voulez, quand vous avez des moments particulièrement intenses, comme ce qui s'est passé en 2015, le massacre du Bataclan ou le massacre de Nice en 2016, Ça influence. eh bien, forcément, on va avoir tendance à voir beaucoup plus de menaces autour de soi que dans une circonstance où il n'y a pas eu d'attentat pendant 10 ans. Vous voyez. Donc c'est précisément là où normalement le rôle de la loi et des magistrats derrière, c'est de vérifier que dans ces moments-là, on ne soit pas dans l'emballement et dans la surenchère répressive. Et ça, c'est pas des choses qu'on peut donc après, a posteriori, une fois qu'on les a dans la loi, les enlever, parce que du coup, le contexte a changé, l'époque a changé, et c'est pas une façon, ça, justement, comment dire, de boucher ces poches d'arbitraire, de les empêcher d'éclore. Un certain nombre d'observateurs préconisent de supprimer l'état d'urgence ou de le définir en tout cas de manière plus précise, de supprimer cette notion de comportement, par exemple. On a Les notions floues. On a plein de propositions. Simplement, malheureusement, on constate que, globalement, à chaque fois qu'on rajoute une couche de répression, il y a un effet cliquet, et on ne revient pas en arrière. Vous avez que quelques rares contre-exemples où on est revenu sur des dispositifs très répressif. Alors, il y a quand même des garde-fous qui existent, même si là, on ne précise pas les notions, mais il y a quand même des garde-fous qui permettent d'éviter que, justement, ces poches d'arbitraire explosent. Pour éviter qu'il y ait de l'arbitraire, en fait, pour faire le test par rapport à une mesure répressive, si elle est arbitraire ou pas, on va voir deux séries de tests. Premier test, quelles sont les conditions qui permettent de déclencher la répression ? C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire quels critères permettent de priver quelqu'un de sa liberté, d'aller l'arrêter, d'aller faire une perquisition à son domicile. Voilà. Donc si les critères sont flous, là, c'est un problème. Mais deuxième série de tests, c'est la procédure. Qui prend la décision ? Est-ce que c'est une autorité indépendante ou pas ? Est-ce qu'il y a des garanties d'exercice des droits de la défense ? Est-ce que c'est contradictoire ? Est-ce qu'on peut faire valoir des observations avant que la décision soit prise ? Est-ce que la décision doit être motivée ? Est-ce qu'on doit expliquer pourquoi on fait ça ? Et est-ce qu'il y a un recours possible ? Voilà. Si tous ces critères sont vérifiés, l'arbitraire, raisonnablement, est assez faible. Enfin, le risque est évité. Mais par contre, si on n'a pas ces garanties-là, le risque existe. Voilà. Et qui peut contrôler, alors ? Alors, normalement, tout ce que je viens de vous dire, ce sont des garanties constitutionnelles. Qui s'appliquent. Et des garanties aussi aujourd'hui qui sont élevées au niveau européen. C'est-à-dire que lorsqu'on a des mesures qui sont contraires à ces principes-là, normalement le Conseil constitutionnel peut venir les censurer et fréquemment le Conseil constitutionnel va venir dire que telle ou telle procédure n'est pas conforme, par exemple parce qu'on ne peut pas recueillir les observations de la personne avant de prendre telle ou telle décision. Voilà. Premier stade, et puis ensuite vous avez la Cour européenne des droits de l'homme qui peut venir dire que là, on n'a pas respecté ces garanties-là, qui sont des garanties qui sont normalement énoncées par la Convention européenne des droits de l'homme depuis 1950. Et puis, troisième garde-fou qui existe, c'est plus récemment, depuis 2010, vous avez la Cour de justice de l'Union européenne, puisque depuis 2010, la procédure pénale fait partie
du domaine de compétence de l'Union. Et depuis 2010, on a des garanties minimales qui ont été fixées par voie de directive. Donc si on ne les respecte pas, on peut aller devant la Cour de justice de l'Union européenne pour faire valoir qu'on a méconnu ces garanties. Et malgré ces garde-fous, et un peu avec le contexte aujourd'hui, est-ce qu'on peut imaginer que progressivement, la justice pénale puisse se diriger vers quelque chose de plus arbitraire, de manière plus nette, comme on a pu le voir en Hongrie ou alors en Pologne, par exemple? Alors, comme je le disais, on a ce potentiel d'arbitraire qui est latent, mais qui existe, et qui pourrait être largement utilisé encore plus. Alors, ce n'est pas du tout ce que je préconise, mais on pourrait imaginer qu'un gouvernement franchement autoritaire, sans avoir à rien changer de la loi, déclenche plein de poursuites pour terrorisme contre des militants écologistes, des militants pour le droit international, contre les crimes contre l'humanité, etc. Il en aurait les moyens, techniquement. Il en aurait les moyens. Okay. Après, il y aurait une bataille qui se jouerait, comme c'est le cas en Pologne et en Hongrie, principalement devant les cours européennes, où on viendrait montrer que c'est la répression, et en particulier sous l'angle de la liberté d'expression, la répression de mouvements politiques est disproportionnée et porte une atteinte disproportionnée à la liberté d'expression. Mais ça n'empêcherait pas cette répression d'être menée avant. Il faudrait qu'il y ait des procédures qui soient faites après. Et vraiment, j'insiste sur le fait qu'aujourd'hui, il y a un nombre non négligeable, alors ce n'est pas majoritaire, mais non négligeable d'outils répressifs qui permettent aux autorités, si elles le veulent, de déployer une répression arbitraire. Alors, il pourrait aussi y avoir, en amont, avant d'aller devant la Cour européenne des droits de l'homme, des juges français qui qui déjà résistent. Mais encore faut-il qu'ils soient saisis, encore faut-il qu'ils veuillent vraiment s'opposer à une politique qui serait menée tambour battant pour réprimer un certain nombre de personnes. Non, en tout cas, votre travail permet d'identifier les poches d'arbitraire et justement d'attirer l'attention et de voir juste où il faut porter l'attention. Alors, il est temps pour nous maintenant de jouer à un petit jeu. C'est notre séquence vrai ou faux. Alors, le principe de cette séquence est assez simple. On va donc vous présenter trois affirmations et Vincent, vous allez nous aider à savoir si c'est vrai ou faux. Donc, on va commencer. On va vous laisser 5 secondes à chaque fois pour jouer à la maison, mais ça va aller très vite, donc il va falloir être très réactif. Et on commence tout de suite avec la première affirmation. C'est la suivante. La police peut priver de liberté un individu sans autorisation. Alors, est-ce que c'est vrai ou faux? Vincent, je me tourne vers vous. Quelle est la bonne réponse? C'est vrai. Ok. C'est vrai. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer alors justement pourquoi? Alors, contrairement à beaucoup de pays européens, en France, l'officier de police judiciaire a un pouvoir propre, un pouvoir qui lui appartient, de placer une personne en garde à vue, c'est-à-dire en détention policière, pour parler de manière plus précise, c'est-à-dire de la mettre dans une geôle dans le commissariat. Alors, la réserve, c'est que le procureur de la République doit être informé immédiatement et il peut, s'il le souhaite, mettre un terme à la privation de liberté à tout moment. Mais en pratique, vu le nombre de gardes à vue qui sont prononcés, plusieurs centaines de milliers chaque année, le procureur de la République n'a pas forcément le temps de vérifier, en tout cas de vérifier avant plusieurs heures, plusieurs dizaines d'heures, que la garde à vue est justifiée ou pas. Donc on a ce pouvoir-là qui est une des manifestations, si vous voulez, de cette tradition autoritaire que j'évoquais tout à l'heure. C'est-à-dire que ce rôle central donné à la police, on le ressent notamment là. C'est un héritage en quelque sorte. Tout à fait. Alors on passe à la deuxième affirmation. L'égalité devant la loi est inscrite dans la Constitution. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? C'est vrai. C'est vrai depuis quand? Alors, c'est vrai, rétrospectivement, on peut dire que c'est vrai depuis la Révolution française. C'est la Révolution française qui a proclamé ça, d'abord en 1789 dans la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, puis dans la première Constitution de 1791, où ils ont affirmé cela. Ça a été reproduit, mais par à peu près toutes les constitutions qui ont suivi, mais avec quand même quelques nuances quand on était en période monarchique ou en période d'empire. Mais malgré tout, l'idée d'égalité n'a jamais été en tant que telle ouvertement abandonnée depuis la Révolution française.
troisième affirmation, et c'est la dernière. En cour d'assises, le juge peut prononcer une peine de prison, même sans preuve, s'il a l'intime conviction. Donc là, encore une fois, est-ce que c'est vrai ou faux, Vincent ? Alors, c'est faux. C'est quelque chose qui est assez courant comme méprise pour les gens qui s'intéressent un peu à la cour d'assises en particulier, puisque, effectivement, la loi parle de l'intime conviction. Elle dit que les jurés doivent se prononcer suivant leur intime conviction. Mais ça ne veut pas dire qu'ils doivent se prononcer en fonction juste de ce qu'ils croient sans avoir à justifier. Ça veut simplement dire que ça doit être leur conviction à eux, leur conviction intime, et non pas la conviction du voisin ou la conviction de l'avocat ou la conviction de l'accusation. Mais toute décision répressive, en principe, que ce soit en cour d'assises, mais aussi devant les tribunaux correctionnels ou devant toute juridiction répressive, doit être motivée sur des éléments tangibles, concrets de preuve. Ça ne peut pas être juste « je pense que c'est lui ». Merci beaucoup Vincent pour toutes ces explications. Dans la suite de l'émission, on va s'intéresser à l'une des peines les plus emblématiques quand il s'agit de justice pénale, la peine de prison. Alors quel est son véritable rôle aujourd'hui ? Pourquoi le nombre de détenus ne cesse d'augmenter ? Quelles sont les conséquences de la surpopulation carcérale ? Et surtout, est-ce qu'elle tient ses promesses de réinsertion ? On en discute tout de suite avec un nouvel invité, lui aussi chercheur à l'université Paris-Nanterre. Place maintenant à l'esprit d'équipe. Bonjour Benjamin Mennery. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Sciences en Question. Benjamin, vous êtes économiste spécialisé en économie du droit et de la justice pénale à l'université Paris-Nanterre. Alors au premier abord, l'économie et le droit, on se dit que ce sont des champs assez éloignés. Quelle est votre approche en tant qu'économiste et à quels aspects du droit vous vous intéressez ? Alors c'est vrai qu'économiste et juriste, a priori, c'est assez différent. Moi, j'utilise les méthodes de l'économie, et donc notamment le fait de vouloir analyser les comportements individuels, les prises de décision des individus, qu'on suppose souvent assez rationnels, à ce champ très spécifique du droit pénal, et donc notamment de la commission d'infraction. Et puis le deuxième aspect que j'apporte en tant qu'économiste à ce sujet, c'est l'évaluation quantitative. Donc tenter de comprendre par des chiffres, des statistiques, et même de l'économétrie, si la justice pénale est efficace dans ses objectifs et notamment dans la prévention de la récidive. Alors dans le cadre de votre activité, vous avez aussi fondé l'Observatoire des disparités dans la justice pénale. Que fait cet observatoire concrètement ? Alors en fait, c'est une plateforme web que j'ai fondée en 2021 et donc qui perdure aujourd'hui. On met à jour régulièrement ce site web. Et l'idée, c'est d'expliquer tout simplement aux gens, aux citoyens, mais parfois aussi à des personnes plus informées, plus expertes, des magistrats, des journalistes, etc. Expliquer le fonctionnement de la justice pénale, que ce soit l'activité des tribunaux, qu'est-ce que c'est qu'un juge par rapport à un procureur par exemple, mais aussi l'activité ou le fonctionnement des prisons en France, parce que c'est des sujets qui sont très politiques, polémiques même. Tout le monde ou presque a un a priori sur ces sujets, des fantasmes, etc. Et donc l'idée, c'est un peu de déconstruire tout ça par beaucoup de chiffres, d'infographies et puis des explications les plus neutres possibles. Donc vous l'avez dit, on va s'intéresser avec vous à la prison. Pour commencer, quel est le rôle de la prison dans notre société ? Quels sont ses objectifs affichés ? Alors l'objectif le plus affiché, me semble-t-il, c'est de sanctionner l'auteur d'une infraction qui a été condamné. Ensuite, il y a aussi l'objectif de protéger, puisque la prison par rapport aux autres peines, c'est vraiment l'idée de mettre à l'écart pendant un temps défini, quelques jours, quelques mois, parfois plusieurs années, l'auteur d'une infraction. Donc il y a cette fonction de neutralisation, comme on dit dans le jargon. Il y a aussi une fonction de dissuasion potentielle pour d'autres auteurs, d'autres délinquants qui pourraient potentiellement passer à l'acte. Et puis, plus paradoxal finalement, il y a aussi l'objectif affiché dans le droit pénal de prévenir la récidive et de préparer la réinsertion des personnes détenues. Alors quand on dit la prison, en réalité il n'y a pas qu'une seule prison, il y a différents types d'établissements qui accueillent des profils distincts. Quels sont les différents types de prisons qu'on retrouve en France ? Alors, il y en a plusieurs types, mais les plus connus et les plus importants, c'est d'abord la maison d'arrêt. Il y a à peu près 80 maisons d'arrêt en France, et le centre pénitentiaire, il y en a 70 ou 60 actuellement. Une maison d'arrêt, donc c'est pour les courtes peines, donc moins de 2 ans en général, et puis pour les personnes en détention provisoire. Un centre pénitentiaire, c'est un peu différent, c'est une prison mixte, où on a à la fois bien souvent un quartier maison d'arrêt, mais aussi au moins un autre quartier, comme par exemple ce qu'on appelle les quartiers maison centrale,
Donc généralement, on a en tête les maisons centrales, c'est pour les grands criminels, les infractions les plus graves, les liens avec le terrorisme ou bien avec le crime organisé. Et puis on a aussi les centres de détention qui sont là des centres pour purger des peines d'une durée moyenne, on va dire 2 ans, 3 ans, 5 ans, etc. Combien de personnes sont détenues dans ces prisons aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, le chiffre ne fait qu'augmenter. On est à 85 000 détenus aujourd'hui. Si on remonte quelques années en arrière, 10 ans en arrière, à peu près, on était à 65 000 ou à peu près. Donc c'est un chiffre qui augmente très fortement et en particulier depuis la fin du Covid. On est sur une phase actuelle où chaque mois, le nombre de détenus augmente de 750 personnes. Il faudrait ouvrir une prison chaque mois pour contenir cette hausse actuelle. On a des explications sur l'évolution de ces chiffres rapides ? Alors sur l'évolution du nombre de détenus, oui, il y a très clairement des explications. Et une explication qui va surprendre beaucoup de monde, on n'incarcère pas plus de personnes différentes qu'avant. Le flux entrant, comme on dit, n'est pas plus élevé qu'avant. Mais par contre, en moyenne, chaque détenu passe plus de temps qu'avant en prison. Donc maintenant, on est condamné en moyenne à des peines de prison de presque 12 mois, 1 an, alors qu'il y a encore quelques années, on était plutôt à 10 mois, voire même 8 mois si on remonte 15 ans en arrière. Donc ça paraît faible, passer de 8 mois à 12 mois, mais quand on agrège ça au nombre de détenus, 80 000, ça fait très vite des écarts très importants sur le nombre de détenus et donc la surpopulation carcérale. Est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui expliquent ce que vous avez appelé du coup la surpopulation carcérale ? Alors la surpopulation carcérale, elle s'explique donc mécaniquement par un nombre de détenus qui augmente très fortement, pour les raisons dont on a parlé principalement, et elle s'explique par le fait que en contrepartie ou à l'opposé, le nombre de places disponibles, lui, il est assez stable. Il augmente de manière très très lente, alors même qu'il y a une volonté politique. En 2018, le président Macron avait annoncé un plan qui s'appelait le plan 15 000. 15 000 nouvelles places d'ici 2027. Et on en est extrêmement loin. On approche de 2027. Et il y a à peu près 4 000 places qui ont été créées sur 15 000. Parce qu'il est très difficile pour tout un tas de raisons. D'un point de vue financier, c'est très difficile de construire, de financer des établissements, ou en tout cas autant d'établissements. Et puis, choisir le lieu de localisation, la localisation d'une prison, c'est toujours un grand dilemme parce que vous avez beaucoup de maires, des riverains, etc. qui s'opposent, ce qui fait que le plan 15 000, très clairement, il est en fait à l'arrêt. Et c'est pour ça qu'on a ces solutions qui sont présentées dernièrement par le ministre de la Justice pour avoir des prisons modulaires ou ce genre de choses, parce que on sait qu'on ne pourra pas tenir avec cette ambition initiale de 15 000 nouvelles places. Pour qu'on se rende bien compte de l'évolution de cette surpopulation carcérale, on a un graphique qui est justement issu de l'Observatoire des disparités dans la justice pénale. Est-ce que vous pouvez nous le commenter rapidement ? Oui, ce graphique, on voit bien que sur le temps long, donc là on part des années 90, on a eu de manière quasi permanente un problème de surpopulation carcérale, donc avec un nombre de détenus assez nettement supérieur au nombre de places disponibles. Mais on voit que dans les années 90 jusqu'aux années 2000, on était sur à peu près 5000 détenus en trop. Ensuite, on passe un cap sur les années 2010-2015 avec 10 000 détenus en trop. Et sur les années récentes, et le graphique pourrait être encore plus dramatique si on l'actualisait vraiment à la période vraiment très très récente et actuelle, on est à plus 20 000 détenus par rapport au nombre de places, même plus 22 000. Donc on est vraiment sur un problème qui a toujours été là. C'est un problème très connu depuis très longtemps, tous les ministres de la Justice. Qui s'accélère. Mais qui s'accélère, qui s'aggrave très nettement. C'est pour ça qu'on parle beaucoup ces temps-ci de ce problème-là. Et on voit bien qu'il y a une urgence qui se manifeste à la fois du côté des détenus, mais aussi du côté des surveillants, qui clairement disent au ministre de la Justice et à tous les décideurs publics qu'ils n'en peuvent plus, ils ne sont plus en capacité de gérer les prisons. Cette surpopulation carcérale, ça n'est pas qu'un chiffre ou un pourcentage, ça se traduit aussi très concrètement par des conditions de vie dégradées pour les détenus. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples des conséquences de la surpopulation ? Oui, très concrètement, une prison surpeuplée à 150%, ça veut dire 3 détenus pour 2 places. Une cellule en France, en général, c'est à peu près 9 mètres carrés, 9 à 10 mètres carrés. Théoriquement, un seul détenu.
on passe à 2 voire 3 détenus, et parfois même dans les établissements les plus critiques, on est même à 4 détenus dans 9 mètres carrés. Donc ça veut dire que vous avez un lit superposé pour 2 personnes et vous avez au moins un matelas au sol. En tout cas, il y a 5000 matelas au sol là actuellement dans les prisons françaises. Et donc cette promiscuité, elle va générer tout un tas d'incidents, de tensions, parce qu'on ne choisit pas avec quelques détenus on doit cohabiter. Et vous devez cohabiter pendant 22 heures sur 24 en moyenne, parce que le nombre d'activités qui sont proposées à l'extérieur de la cellule n'est pas extensible à l'infini. Donc en réalité, plus il y a de surpopulation carcérale, moins vous pouvez sortir de votre cellule pour accéder à ces activités, et moins, en plus de ça, moins vous êtes pris en charge pour préparer votre sortie. Donc les conséquences de la surpopulation carcérale sont dramatiques sur tous les plans. La France a même été condamnée pour ces conditions de détention. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, alors les prisons françaises, elles peuvent être condamnées soit par la justice administrative, les tribunaux administratifs, et puis potentiellement par la Cour européenne des droits de l'homme. Et à vrai dire, dans les 2 cas, la France est régulièrement condamnée. Il y a à peu près 45 prisons françaises différentes qui ont déjà été condamnées pour des conditions de détention indignes. Et la Cour européenne des droits de l'homme a aussi condamné à plusieurs reprises la France. Donc quand on entend parfois que la prison c'est un club de vacances, ça c'est complètement faux et fantasmé. Oui, c'est très loin de la réalité. C'est du pur fantasme. Oui. Pourtant, depuis 1885, donc depuis 150 ans, la loi prévoit que chaque détenu doit disposer d'une cellule individuelle en maison d'arrêt. C'est une loi qui n'est donc pas appliquée. Oui, tout à fait. Donc ça fait 150 ans en fait que le législateur repousse de manière assez fréquente, tous les 5 ans à peu près, en tout cas sur la période récente, repousse cette obligation légale, c'était la loi Béranger, par un moratoire, parce qu'on est en incapacité très concrètement de satisfaire cette obligation légale. Et visiblement, on est reparti pour un prochain moratoire en 2027, puisque la situation est clairement très éloignée de l'encellulement individuel. À peu près 30% des détenus actuellement sont seuls dans leur cellule. Donc, il y a un énorme problème pour les 70 autres %. Donc on l'a compris, la prison, c'est pas un club de vacances, mais dans l'imaginaire collectif, il y a quand même cette idée que la prison doit faire souffrir, que c'est normal, que les conditions soient mauvaises. Mais la question, c'est est-ce que ça marche ? Est-ce que, par exemple, le fait d'être dans des conditions qui sont particulièrement difficiles entraîne un taux de récidive qui est plus bas ? Comment ça se compare par rapport à d'autres types de peines ? Est-ce que ça marche ? Alors l'idée que faire souffrir les détenus, ça va leur permettre de devenir meilleurs après leur sortie de prison et donc moins récidiver, c'est un fantasme qu'on ne retrouve pas du tout dans les statistiques. Toutes les études internationales sur ces sujets montrent soit que des conditions de détention plus dures, ça amène à plus de récidives, ou à minima, ça n'a pas d'effet, ni très bénéfique, ni très néfaste. Mais il n'y a aucune étude au monde qui montrerait un effet favorable de subir ces traitements très durs en détention sur la récidive future. Benjamin, il existe aussi un phénomène qui s'appelle les effets de pair et qui peuvent être favorisés par la surpopulation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est ? Oui, alors ce qu'en économie on appelle les effets de pair, c'est le fait que le comportement d'un autre individu, un ami, un voisin, etc., va impacter, influencer mon propre comportement. Et en détention, on imagine bien ce qui peut se passer quand vous êtes en cellule pendant 22 heures sur 24 avec d'autres délinquants qui ont parfois commis des infractions assez similaires aux vôtres. Eh bien, il peut y avoir ces effets de pair criminogènes, à savoir qu'on va partager des informations, on va partager des contacts, etc., pendant cette durée de la détention. Et il y a beaucoup d'études maintenant, en France et à l'étranger, qui nous montrent, c'est vraiment un résultat très consensuel, que la détention va générer ces effets de pair criminogènes. Et c'est particulièrement vrai quand on est dans la même cellule que des personnes qui ont commis des infractions similaires, comme du trafic de stupéfiants par exemple, et quand ces personnes ont à peu près le même âge typiquement. Donc on peut imaginer qu'on est plus familier, qu'on va plus communiquer, etc. Et donc ça aboutit à plus de récidives à la fin. Alors quelles sont les pistes aujourd'hui à la fois pour réduire la surpopulation carcérale et puis dans le même temps pour améliorer les conditions de détention ? Alors, pour résoudre ces 2 problèmes, on pourrait se dire, il faut finalement construire plus de prisons de bonne qualité, qui respectent des standards internationaux, etc. Mais donc, comme on l'a dit tout à l'heure, ça coûte extrêmement cher. Une place de prison à construire, c'est près de 300 000 €.
une place. Donc ça coûte extrêmement cher, ça prend longtemps. Donc en réalité, on est obligé de se rabattre sur d'autres solutions, soit incarcérer moins de personnes, soit avoir des durées de détention en moyenne un peu plus courtes qu'actuellement. Donc le législateur, depuis 15 ans, en réalité, il essaie de jouer sur ces deux volets-là, en plus de la construction. On tente d'aménager les peines, de proposer des peines alternatives à la prison, comme du travail d'intérêt général, des peines de sursis, etc. Et puis on tente aussi de libérer les personnes un peu plus tôt, mais par des aménagements de peine notamment, mais avec des réformes en réalité qui n'ont pas eu du tout les effets souhaités, ce qui aboutit à la situation de surpopulation actuelle. On le disait tout à l'heure, la France est un pays qui compte beaucoup d'infractions. On a 15 000 infractions. Est-ce que réduire ce nombre d'infractions, donc dépénaliser certains comportements, certains actes, est-ce que ce serait une piste ? Alors oui, probablement, mais c'est une piste qui est à mon avis assez marginale quantitativement. On peut probablement gagner, entre guillemets, quelques centaines ou milliers de détenus en dépénalisant certains comportements. Le plus évident probablement, celui qui fait consensus, c'est sur les stupéfiants, la question de l'usage des drogues, ou en tout cas des drogues dites douces, où là on peut gagner un peu entre guillemets en termes de nombre de détenus, mais en réalité la plupart des détenus sont incarcérés pour des infractions que socialement on ne va pas vouloir dépénaliser, en tout cas pas aujourd'hui et probablement pas demain. Donc je pense que la dépénalisation elle aura un rôle assez marginal sur cette problématique qui est vraiment massive. On entend souvent parler des pays nordiques comme étant des modèles en matière de système carcéral. Par exemple, la Finlande a divisé par 3 son taux de détention entre les années 60 et les années 2010. Au Danemark, les courtes peines sont purgées dans ce qu'on appelle des prisons ouvertes, avec beaucoup de liberté et un quotidien très proche de la vie à l'extérieur. Est-ce que ces pays ont des choses à nous apprendre ? Est-ce qu'on pourrait s'en inspirer ? Oui, ils ont des choses à nous apprendre parce que ce sont des pays où on met beaucoup plus d'argent en fait sur la détention, donc la prise en charge est de bien meilleure qualité, ce qui fait qu'à la fin, après la sortie de prison, les taux de récidive sont particulièrement bas par rapport à ce qu'on connaît en France, où en France, il y a quasiment 2/3 des sortants de prison qui sont recondamnés dans les 5 ans, 1/3 dès la première année. Donc on a clairement quelque chose qui ne fonctionne pas en France. En Norvège, les taux de récidive sont nettement plus bas, mais ça passe donc par des moyens financiers beaucoup plus importants consacrés à chaque détenu, et donc on peut le faire, mais à relativement petite échelle. On peut pas avoir un traitement de qualité, entre guillemets, pour des dizaines de milliers de personnes. Et donc ces pays-là, bien souvent, ont fait le choix d'avoir à la fois moins de détenus, moins d'entrées en prison, et des détentions qui sont beaucoup plus courtes. Dans ces pays-là, passer 3 mois en prison, c'est déjà pas mal, c'est la durée moyenne. En France, 3 mois de prison, c'est vraiment les peines les plus courtes. Bon, merci, on sait ce qu'il nous reste à faire finalement. Alors nous, on a voulu connaître l'avis du public sur la prison et son utilité. Donc pour ça, on est allé dans la rue poser une question aux passants. On leur a demandé si on pouvait vivre dans un monde sans prison. Écoutez leur réponse. Il faudrait qu'on puisse vivre dans un monde sans prison. La prison ne me semble pas être la solution. Qu'on ait volé un disque chez un disquaire ou qu'on ait assassiné quelqu'un de la pire des façons, je n'ai jamais compris que ça puisse être la solution la meilleure d'enfermer la personne. D'autres solutions, vous prenez vraiment au dépourvu, vous. Comment contrôler ? Alors, est-ce qu'on peut utiliser les moyens la technologie ? Bon, le bracelet électronique. Oui, mais est-ce que ça suffit ? Est-ce que ça contrôle vraiment les gens ? Est-ce qu'avec un bracelet électronique, on ne peut pas continuer à assassiner ou à violer ou à prévoir un attentat ? Non, mais en vrai, quand tu es en prison, c'est que tu as fait quelque chose de mal. Si tout le monde est dehors, ça risque d'assez mal se passer, je pense. Peut-être essayer surtout de changer la forme de justice et d'incarcération. Je pense qu'il y a la justice restaurative qui marche beaucoup en ce moment sur une nouvelle forme d'accord de justice. Moi, je trouve ça cool. Maintenant, l'idée, c'est surtout de garder de la justice pour les victimes. Donc, effectivement, c'est un petit peu... On est plus sur un changement de forme que sur une idée d'enlèvement complet de la prison, quoi. Vincent, Benjamin, une réaction à chaud à ce que vous venez d'entendre ? Alors moi, je suis très surpris de voir quelqu'un, peut-être que c'est un juriste, mais la dernière personne qu'on voit qui parle de justice restaurative, qui est pour le coup quelque chose très spécifique, dont on parle beaucoup dans les milieux universitaires, un peu dans les milieux de praticiens, moins. Et on ne lui a pas soufflé. Donc de voir ça, c'est intéressant, mais
Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a des gens qui, effectivement, spontanément, disent qu'effectivement, il faudrait se passer de la prison. Je trouve ça très intéressant sur les a priori qu'on peut avoir, sur notamment que certains politiciens, que beaucoup de politiciens peuvent mettre en avant, disant que, en fait, les gens veulent la prison, et ils veulent une prison dure, et ils veulent une prison telle qu'elle existe aujourd'hui, voire même encore pire. Ça paraît un peu plus nuancé quand on va voir les gens spontanément. Vous parliez donc de justice restaurative en réaction, mais on n'a pas défini ce que c'était. C'est quoi la justice restaurative ? Alors, c'est quelque chose qui... Il y a différentes façons de l'aborder, soit dans une approche vraiment de changement de modèle, changement de paradigme. Il s'agit vraiment de remplacer l'idée de punition, qui est contenue dans le mot peine, dans le mot pénal, justice pénale, de s'en débarrasser définitivement pour y substituer une logique de réparation. Et toute la logique qui pourrait d'ailleurs passer par des mesures coercitives pour faire en sorte qu'on arrive à établir les faits, mais après, l'idée, c'est de dire qu'on va réparer le dommage plutôt que de vouloir punir. Donc ça, c'est l'idée, l'approche vraiment systémique. Après, telle qu'elle existe aujourd'hui en France, la justice restaurative, ce sont juste des modules qui sont proposés à des personnes qui sont condamnées par ailleurs, qui peuvent être soit en probation, soit en prison, et à qui on va proposer des modules qui passent essentiellement par des logiques de groupes de parole, où ils vont rencontrer soit des gens qui ont été victimes de faits similaires à ceux qu'ils ont commis, pas leurs victimes, entre guillemets, mais des gens qui ont été victimes de faits similaires, soit des gens qui ont commis des faits similaires à eux, et avec cette idée qu'il y aurait, et ça peut fonctionner effectivement, une vertu à cet échange-là. C'est quelque chose qui est pratiqué depuis longtemps en Angleterre et aussi au Canada. Donc c'est notamment ça qui a été introduit en France, mais ça reste très très marginal. Ce n'est qu'une modalité d'exécution d'une peine qui n'est pas la restauration. Et Benjamin, vous le disiez, c'est vrai qu'à part la prison, et on l'a vu en discutant avec les gens ont des difficultés peut-être à s'imaginer d'autres peines, d'autres moyens, à part le bracelet électronique qui ne convainc pas tout le monde du point de vue de l'efficacité. Quelles autres peines on pourrait envisager ? Alors oui, le bracelet électronique, dans la pratique, c'est la principale alternative des juges. Il y a presque 20 000 personnes là actuellement sous bracelet électronique, et ça c'est une constante depuis plusieurs années. Mais sinon, les peines un peu classiques, c'est notamment le sursis probatoire. Anciennement, on appelait ça le sursis avec mise à l'épreuve, c'est-à-dire que pendant plusieurs mois ou années, la personne va être condamnée à devoir respecter certaines obligations et certaines interdictions. Ne pas rentrer en contact avec une victime, ne pas rentrer en contact avec des co-auteurs, etc., ou encore trouver un travail ou suivre une formation. Et en plus de ça, elle va être contrôlée, bien sûr, de manière régulière par un conseiller d'insertion et de probation. Vous avez aussi, bien sûr, les peines d'amende, les peines de travail d'intérêt général, etc. Mais c'est vrai que ces peines-là, elles ont un pouvoir de coercition qui est plus faible que l'incarcération. L'incarcération, elle garantit au juge que pendant une certaine période, la personne ne sera pas dehors à pouvoir commettre de nouvelles infractions, même si, comme d'habitude, il faut relativiser. On peut être en détention et puis commanditer des assassinats. On l'a vu récemment, même si c'est encore peu fréquent, heureusement. On parle beaucoup de réformes pénales, mais en réalité, elles ont probablement un rôle assez marginal sur les comportements. Et une statistique qui le montre bien, c'est justement les taux de récidive. Taux de récidive à la sortie de prison, à peu près 60% dans les 5 ans. Taux de récidive, toute peine confondue, 40-41%, toujours dans les 5 ans. Et ça, ce sont deux chiffres qui sont ultra stable depuis qu'on sait mesurer à peu près ces taux de récidive depuis 20 ans. Donc malgré toutes les réformes, malgré les nouvelles peines qui sont introduites ou retirées, ces grandeurs-là, elles bougent très très peu. Donc c'est bien que les causes sont plus profondes et elles sont à trouver dans la matérialité, dans le contexte précis de vie des gens. Donc c'est là-dessus qu'il faut se battre. Plutôt que faire des réformes pénales, peut-être des réformes sociales ou jouer sur d'autres facteurs peut-être. Tout à fait. En tout cas, le débat est ouvert. Merci pour ces quelques éléments de réponse. Vincent, Benjamin, maintenant on va s'intéresser à vos parcours respectifs. On va essayer de comprendre par où vous êtes passés pour faire les métiers que vous faites aujourd'hui. On découvre ça tout de suite dans la séquence en coulisses. Alors cette séquence, on aime bien la commencer par un défi. On va vous laisser à chacun 30 secondes, top chrono, pour vous présenter et pour nous présenter vos parcours. Vincent, c'est vous qui commencez. Dès que vous êtes prêt, on lance le chrono. Est-ce qu'on peut y aller ? C'est bon. C'est parti alors.
Donc après mon bac, j'ai fait des études de droit, 5 ans de droit. J'ai ensuite passé le concours de la magistrature. Après 2 ans et demi d'école, je suis devenu donc magistrat. Et en parallèle, j'ai poursuivi mes études en passant mon doctorat il y a une dizaine d'années. Et j'ai ensuite enchaîné, il y a 3 ans, sur mon habilitation à diriger des recherches. Ce qui fait que je suis aujourd'hui magistrat et enseignant-chercheur. Bravo. Parfait, pile poil dans les temps. Benjamin, même règle, 30 secondes pour vous présenter. Est-ce que vous êtes prêt? Oui. Eh bien, on lance le chrono alors. Alors moi, après mon bac, j'ai fait des études à l'Université de Lyon en économie-gestion, licence d'économie. Il a fallu ensuite que je décide du master, donc j'ai choisi un master d'économie quantitative et c'est là que j'ai commencé à travailler sur les prisons, un peu par hasard. Et ça m'a amené ensuite à développer, dans le cadre d'une thèse, un doctorat d'économie. Et donc c'était en 2016 et depuis cette date, je suis maître de conférence à l'Université Paris-Nanterre et je continue à travailler sur la justice pénale et la récidive. Parfait. Eh bien, merci à tous les deux d'avoir joué le jeu. Évidemment, 30 secondes, c'est un peu court. On va en savoir un peu plus. Donc, Vincent, vous avez donc fait 5 ans d'études de droit, mais initialement, le droit, c'était pas forcément une vocation pour vous. Non, c'est un second choix. C'est-à-dire que j'avais tenté le concours d'entrée à Sciences Po, que je n'ai pas eu. Et donc, il fallait bien que je m'inscrive quelque part. Et donc, je me suis inscrit à la fac de droit. Et en fait, ça m'a beaucoup plu de découvrir cette matière, de découvrir son importance. Et assez vite, presque à la fin de la première année, je me suis beaucoup intéressé au métier de magistrat et à cette fonction singulière de dire le droit. Et donc, j'ai poursuivi dans ce parcours. Et qu'est-ce qui précisément vous a séduit dans vos années d'études et qui vous a fait dire que vous étiez au bon endroit et que le droit c'était pour vous? Alors, c'est à la fois la dimension, le fait que c'est une discipline qui tend vers les sciences humaines, en tout cas vers les humanités. Ça, c'est la première chose. Et puis surtout, c'était de toucher du doigt quelque chose qui est, ou en tout cas devrait être central dans la vie de nos sociétés, c'est-à-dire que la loi est censée être le seul outil qu'on a dans une démocratie pour régler les conflits. Et c'est à la fois l'importance de ça, le fait que c'était vraiment, je pense, quelque chose qui distinguait les sociétés civilisées de celles qui ne le sont pas, et de voir que c'était à ce point quelque chose qui était réservé à une classe de clercs, de sachants, et dont étaient privés la plupart des gens, qui m'a donné envie de m'investir et d'occuper des fonctions qui me permettaient plus d'être dans le partage. Alors Benjamin, pour vous, c'est un peu la même histoire. L'économie, ce n'était pas une vocation au départ. Vous êtes inscrit un peu par hasard en licence d'économie-gestion à l'Université de Lyon. Et puis très rapidement, un peu comme vous l'avez confié en préparant cette émission, vous étiez plutôt bon élève et vous avez été intéressé par les questions de politique publique. Donc vous êtes naturellement dirigé vers le parcours recherche. Mais finalement, qu'est-ce qui vous a fait travailler après sur ces questions d'incarcération, de population carcérale, etc. Là aussi, c'est un peu un hasard. C'est vrai que moi, depuis le début, ce qui m'a toujours intéressé, c'est comprendre la société, comprendre le monde, en gros. Et donc, je me suis beaucoup intéressé toujours aux politiques publiques, comment améliorer les choses. Et quand il fallait choisir un sujet de mémoire en Master 2, je tombais à cette même époque sur la une du journal Le Monde qui titrait « Comment les prisons françaises fabriquent de la récidive ». Et ce titre-là, en fait, l'article allait résumer une des premières études en France sur la récidive qui nous disait que 60% des sortants de prison étaient recondamnés au moins une fois dans les 5 ans. Donc en tant que citoyen, jeune citoyen et économiste quantitatif, je me suis dit, derrière ce chiffre-là, il y a forcément des explications, il y a une énigme, pourquoi est-ce que ça fonctionne si mal? En tout cas, c'était mon sentiment à la lecture de ce chiffre. Et donc ça m'a donné envie de prolonger, d'analyser vraiment les données sous-jacentes dans le cadre de mon mémoire et ensuite dans le cadre de la thèse. Vincent, vous êtes donc devenu magistrat. Vous auriez pu vous arrêter là, mais vous avez choisi donc de faire un doctorat et de passer une habilitation à diriger des recherches. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous orienter vers la recherche? C'était précisément le fait que j'avais le sentiment que je commençais simplement au niveau du master à
voir le potentiel de compréhension et d'amélioration des choses et d'amélioration du système juridique que pour l'instant j'avais étudié de manière très scolaire dans les premières années. Et donc j'ai voulu contribuer moi-même à améliorer la connaissance du système juridique et puis avoir une approche très critique qui j'ai envie de dire qui faisait défaut à mon époque, en tout cas qui n'était pas majoritaire, qui n'est toujours pas majoritaire, mais qui est très présente à Nanterre, une approche très critique du système juridique pour justement se poser la question dans quelle mesure ce système-là, les lois applicables garantissent ou pas les libertés, parce qu'encore une fois, c'est leur seule fonction, en théorie, dans une démocratie. Et cette question-là était d'autant plus importante pour moi qu'en tant que juge, apprenti juge, j'étais amené à appliquer la loi. Et je voulais le faire en concordance avec des convictions démocratiques très exigeantes. Et donc, c'est ça qui m'a poussé. Et après, c'est le goût de la recherche. C'est-à-dire qu'en ayant eu la chance, et c'est vraiment par hasard que je me suis inscrit à Nanterre, on a eu la chance de faire mes études à Nanterre, de faire mon doctorat à Nanterre, de découvrir la richesse de la recherche à Nanterre. J'étais amené à aller plus loin et aller jusqu'au bout de cette démarche de chercheur qui est d'avoir une habilitation à diriger des recherches pour faire passer à d'autres des doctorats. Vincent, on dit souvent que nul n'est censé ignorer la loi. Pourtant, on constate qu'il n'y a pas vraiment d'enseignement de cette loi, notamment à l'école. Donc, peu de personnes connaissent en réalité à la fois la loi et puis le fonctionnement de la justice en général. Est-ce que vous pensez que c'est de la responsabilité des juristes de faire connaître cette loi au public ? Alors, c'est d'abord, je pense, la responsabilité des pouvoirs publics de créer la possibilité que tout le monde ait accès à une culture juridique suffisante, c'est-à-dire qu'il faudrait que le droit soit enseigné au moins au secondaire, je dirais, de la même façon que l'histoire ou la philosophie. C'est une des conditions, je pense, de la citoyenneté. Et puis, de faire de l'accès au droit pour les gens qui n'ont pas eu la chance de faire ça pendant leurs études. Ceci étant dit, en attendant que ceci se mette en place, n'est pas encore à l'ordre du jour. Évidemment, je pense qu'il est de la responsabilité des juristes, et en particulier des enseignants-chercheurs, puisque c'est la vocation de l'université. L'université, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est censé être universel, et donc qui doit être universellement partagé. C'est la responsabilité notamment des enseignants-chercheurs que de diffuser leurs connaissances au plus large public possible, et notamment j'insiste sur le fait qu'il s'agit avant tout de diffuser une culture juridique, pas juste des connaissances ponctuelles données un catalogue de droits, les choses changent, mais l'idée d'avoir des points de repère, de pouvoir se dire, voilà, pour exercer mes droits en matière familiale, je fais comme ça, en matière du travail, je fais comme ça, face à la police, je fais comme ça, et avoir ce minimum de culture pour pouvoir se repérer. Benjamin, vous y contribuez un peu justement à informer le grand public avec l'observatoire que vous avez créé en 2021. Donc là, c'est vraiment sur la question carcérale, mais ça y contribue. C'était votre intention au départ justement d'informer et de rendre accessible tout ce que vous pouvez voir au quotidien dans vos recherches ? Oui, tout à fait. C'est vraiment l'idée de l'Observatoire. C'est vrai qu'avant d'avoir créé cette plateforme, je me sentais un peu frustré en tant que chercheur parce que j'écrivais des articles de recherche publiés dans des revues bien souvent anglo-saxonnes qui étaient lus par une dizaine de chercheurs ultra spécialistes dans le monde, mais pas du tout par mon voisin ou ma grand-mère. Or, je pense que mes recherches, elles peuvent être utiles à tous les citoyens. Elles peuvent même intéresser tous les citoyens parce qu'on parle là de sujets qui sont universel, politique, etc. Tout le monde a un avis et beaucoup de gens ont envie d'en savoir plus sur le fonctionnement de la justice pénale notamment. Donc c'est vraiment l'ambition de l'Observatoire et l'ambition aussi du projet qu'on a créé plus récemment qui s'appelle On parle prison, où l'idée est d'aller encore plus vers le grand public, puisque là c'est sous la forme de petits courts épisodes à parcourir, donc sur le site onparleprison.fr, parcourir des épisodes de discussion, d'échanges entre des personnages qui ne connaissent rien à la prison et qui, avec des illustrations, des questions, etc., vont découvrir les principaux enjeux du système carcéral français. Et tous les deux, qu'est-ce qui vous plaît au quotidien ? Qu'est-ce qui vous anime dans votre métier ? Alors, moi, j'ai vraiment, à chaque fois, je me dis que j'ai la chance de faire deux métiers qui sont passionnants. Il y a plein de choses, c'est-à-dire qu'à la fois, il y a une grande stimulation intellectuelle dans les deux.
À chaque fois, que ce soit en tant que juge, tous les cas dont je suis saisi, il y a forcément des choses à faire. Et puis, évidemment, en tant qu'enseignant-chercheur. Et puis, l'autre chose qui est très très intéressante, enfin qui est très stimulante, c'est l'utilité sociale. C'est-à-dire que j'ai le sentiment de faire des choses qui ont beaucoup de sens dans la vie de la cité, que ce soit dire le droit, trancher des litiges ou avoir une activité de recherche et d'enseignement. Et c'est ce qui permet, c'est ce que me disait un collègue, il me parlait de salaire immatériel. C'est-à-dire qu'on peut avoir des conditions de travail parfois franchement dégradées. On peut avoir des rémunérations qui ne sont pas peut-être à la hauteur de ce qu'on aurait pu espérer à un moment donné, mais on a cette gratification-là qui fait que malgré tout, on préfère être là que être, je ne sais pas, un avocat fiscaliste qui gagne 30 000 € par mois, mais dont la principale fonction, c'est de permettre à des milliardaires d'échapper encore un peu plus à l'impôt. Voilà, donc voilà ce que je peux vous dire. Et vous, Benjamin ? Mais c'est vrai que moi, c'est en partie les mêmes motivations. L'utilité sociale, j'ai le sentiment que les travaux des chercheurs sur ces questions-là peuvent vraiment être utiles aux acteurs, aux magistrats, aux décideurs publics. En tant qu'enseignant, on se sent utile, alors pas toujours, pas tous les matins, pas dans tous les amphithéâtres, mais globalement, on se sent plutôt utile vis-à-vis de nos étudiants. Et puis, ce que j'aime beaucoup dans notre statut d'enseignant-chercheur, c'est l'immense liberté dont on dispose. On est totalement libre de choisir nos thématiques de recherche et les moyens, les méthodes, les outils qu'on va appliquer pour étudier les questions. Donc ça, c'est un privilège énorme par rapport à la grande majorité des personnes. Et pour terminer cette séquence, est-ce que vous auriez un conseil à donner aux plus jeunes qui nous regardent et qui souhaiteraient peut-être suivre le même parcours que vous ? Alors moi, le conseil que je donne déjà aux étudiants, et notamment ceux de première année, c'est pour qui voudraient poursuivre à la fois dans la recherche ou embrasser une carrière judiciaire, c'est de ne pas segmenter leurs connaissances sous forme de fiches, etc., mais d'avoir l'idée de garder, encore une fois, cette fameuse culture juridique, c'est-à-dire vraiment appréhender les choses dans leur globalité, les grands principes, les grandes structures, et garder toujours le souci d'avoir une culture générale qui déborde le droit. Encore une fois, le droit, c'est un outil au service d'une société, et donc il faut bien la connaître, cette société. Donc il faut avoir une culture historique, sociologique, économique aussi, relativement étendue, et c'est à la fois important en soi, mais aussi pour réussir les concours, les examens qu'on devra passer si on veut aller un peu plus loin. Et vous, Benjamin ? Oui, il y a un peu la même idée, cultiver sa curiosité. Être curieux, c'est vraiment une grande qualité, je pense, en tant que citoyen, mais aussi en tant que potentiel enseignant-chercheur. Et puis un autre point, c'est le fait de ne pas surestimer les obstacles. Et notamment quand on fait de l'économie, un obstacle assez classique, c'est le niveau en mathématiques. Je ne suis pas assez fort en maths, ou les maths, c'est trop dur. Je pense qu'il y a un point important à toujours garder en tête, c'est les maths, c'est toujours un outil. C'est juste un outil pour servir une analyse, une étude, etc. Mais donc, si on s'intéresse vraiment, si on a un objectif de fond, il y a des questions qui nous intéressent, il faut voir les mathématiques comme un simple outil parmi plein d'autres. Donc, on peut ne pas être très très bon en maths et pour autant apporter beaucoup à la connaissance. Eh ben, merci à tous les deux pour ces conseils. Je pense que les messages sont bien passés. Alors, comme d'habitude dans cette émission, on a l'habitude de demander à nos invités de nous partager une recommandation culturelle. Et donc, vous n'allez pas échapper à la règle. Et donc, on va découvrir tout de suite ça dans la prochaine séquence. C'est la reco des invités. Alors, Vincent, vous avez l'honneur de commencer. Quelle est votre recommandation culturelle ? Alors, parmi beaucoup de possibilités, je recommande de voir le film Z de Costa Gavras. Alors un film qui est assez ancien maintenant, mais qui n'a pas pris une ride sur la représentation de ce que ça veut dire, du rapport de force que ça implique lorsqu'on est un juge qui doit appliquer la loi, y compris aux plus puissantes personnes de la société. En l'occurrence, c'est un juge d'instruction là, qui va devoir mettre en examen un certain nombre de personnes très haut placées dans la société à la suite de l'assassinat d'un opposant politique. Et c'était quelque chose
très parlant sur à la fois l'intérêt, mais aussi l'enjeu, la difficulté qu'il peut y avoir à vouloir simplement appliquer la loi lorsque vous êtes confronté à des gens qui s'estiment, pour des raisons variées, au-dessus des lois. Alors Benjamin, c'est à votre tour, même question. Qu'est-ce que vous avez choisi de nous partager aujourd'hui ? Alors moi aussi, sur la prison, il y a une offre assez importante, on va dire. Et moi, je suggère la lecture de la dernière BD de Tinius, qui s'appelle Murmure, en 2 mots. Et donc, c'est une BD sur plusieurs prisons françaises où on suit les parcours de différents détenus, de surveillants, etc. Donc, il y a évidemment beaucoup de dialogues. Et ça permet, je trouve, de montrer l'hétérogénéité, la diversité, la complexité du monde carcéral, puisqu'on passe d'un centre de détention à une maison d'arrêt pour femmes, un établissement pour mineurs, etc. etc. Et en plus de tous les dessins, de tous les dialogues, il y a des documents officiels qui permettent de comprendre comment ça marche, par exemple, pour acheter à la cantine d'une prison, par exemple, acheter des biens et des services en prison. Il y a plein de petites choses comme ça qui rendent la prison vraiment très concrète et donc loin des fantasmes. Donc 2 œuvres qui sont finalement assez proches du réel. Merci à tous les deux pour ces recommandations. On arrive à la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi jusqu'au bout. On se retrouve bientôt pour un autre sujet tout aussi passionnant. Ciao les sorciers.